Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct sur Radio Libre en Périgord et en direct du Festolérance, le festival Okopo, festival de la CGT. Aujourd'hui on fête 2 anniversaires, les 130 ans de la CGT et puis les 20 ans du festival Festolérance. Donc venez nombreux, arrêtez tout ce que vous faites et puis venez surtout au Okopo, rue des Stades, rue des Isards pour être plus précis, à côté des terrains de tennis. Et donc il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Je vais ouvrir le micro de Jérôme Jean de CGT Cheminot qui va nous dire un peu qu'est-ce qu'on va avoir pour ce festival. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui, venez nombreux, rue Alphée Mazieras, le soleil est là et on vous attend nombreux pour partager la tolérance. Merci Jérôme. Donc on va avoir Hawaii Reggae Party qui sera de la partie du reggae avec IAM, enfin des proches d'IAM parce qu'il y a le claviste, il y a Massilia Sound System avec Gary Grou qui est chanteur et puis Toko Blaze aussi et Léo. Donc on a ensuite d'autres groupes, Arnaud Futur, premier chanteur des Salles Majestés, Corto Maltese, un habitué du festival, ça fait 4 ans qu'il est là, avec Swanga et Gosuwana aussi, là par contre c'est la première fois qu'ils viennent tous les trois. Le rappeur Irascible qui vient de Paris avec du rap conscient et qui connaît bien la lutte des classes, ça se voit dans ses textes. Le Dog Boss aussi, il y a un groupe de cheminots qui répète ici, qui connaissent. Drop Amine ensuite avec de Techno Tribe. Et puis l'animation tout du long du festival, c'est ouvert pour tout le monde, tout public, avec El Chouflini, il y aura Virus Prod aussi qu'on connaît bien, il y avait l'année dernière, c'était Ginette Rebelle bien sûr, qui était venue sur son automobile. Pour commencer ce direct, on va faire un tour du village associatif, les partenaires de ce festival. Et on commence avec l'Institut de l'Histoire sociale, Frédéric Dessau, qui est à cette table, pour nous parler de l'histoire de la CGT, qui en fait se répète. Bonjour. Et merci Jérôme pour toute l'organisation. On vous attend. Bonjour à tous. Moi je suis président de l'Institut d'Histoire sociale CGT de la Dordogne. Donc l'histoire, c'est notre fonds de commerce, on va dire. Donc on travaille beaucoup dessus. Et effectivement, cette année, c'est un anniversaire un peu spécial. La CGT a 130 ans, créée en 1895, en septembre à Limoges, pas très loin d'ici. Donc un anniversaire qu'on souhaite fêter tous ensemble à l'occasion aussi de l'anniversaire des 20 ans de Festolérance. Donc ça tombait bien qu'on couple tout ça. Alors c'est vrai que sur l'histoire, c'est pas qu'elle se répète, mais elle a toujours des points communs. Puisque les situations que vivaient nos anciens, on continue à les connaître aujourd'hui. Le capitalisme, malheureusement, le capitalisme ne change pas, mais en même temps, il n'arrive pas à évoluer comme il voudrait, justement parce qu'on est là. Si on le laissait libre, je pense que ce serait pire encore la situation. Mais la CGT a de beaux jours devant elle encore, parce que la lutte continue. C'est ça. Alors moi, personnellement, j'espère que la CGT, elle n'a pas autant de beaux jours que les 130 ans, parce que ça voudrait dire qu'on a réussi à gagner contre cette société d'exploitation capitaliste. Mais en tous les cas, il y a des militants qui sont là, et donc l'histoire, elle se fait au jour le jour, elle se fait aujourd'hui ici même au Okopo. Donc on continue la lutte et la lutte elle est gaie aussi, ça c'est important de le dire aussi. Surtout ce soir avec Festolérance et tous les groupes que j'ai cités. Donc il faut venir pour parler politique. C'est un peu le festival le plus politique de Dordogne, un petit peu. C'est la fête de l'humain local. Ouais, je pense. On pourrait faire la fête de l'humain local, mais là ça voudrait dire qu'on n'est pas au tout début de Festolérance, avant que ça soit créé, c'était la fête de la CGT et c'était à Coulonnier-Chamier. C'est ça. Sur les Crouchots, la plaine des Crouchots. Alors, il y avait les Crouchots et même avant, on était à Montrem aussi. On a eu à la colonie de Montrem avant la fête du PCF, qui était devenue la fête du PCF. Montrem, qui est un lieu de résistance en plus. Ouais, c'est ça. Ça. Donc l'histoire de la CGT, on va peut-être détailler. Donc, au début, c'est une organisation de travailleurs. Il n'y a pas que la CGT, il y a eu plusieurs syndicats après. Alors très rapidement, quelques dates. La CGT, donc je l'ai dit, c'est 1895 sa création, mais en fait, elle vient de réunification. Alors c'est intéressant faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde politique, mais on réunit 2 fédérations, la Fédération nationale des syndicats et la Fédération des bourses du travail. Donc une organisation, on va dire, territoriale et une organisation de métier. Et en 1815, les 2 fédérations se réunissent et on va créer la CGT à partir de ça. De 1895 à 1902, elles ont des existences toujours en parallèle. Ah, il y a le train qui passe, ça c'est toujours intéressant, on est bien chez les cheminots. Et il est à l'heure. C'est ça qui fait tout le charme de ce festival. Il est à l'heure, oui. Donc
1902, congrès de Montpellier. En fait, les deux qui s'étaient réunis en 1895, on décide de faire plus qu'un seul congrès. Parce que de 1895 à 1902, chaque fédération tenait son propre congrès. 1902, on décide, ça s'arrête. Et donc, on peut dire que la vraie naissance de la CGT telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est le congrès de Montpellier en 1902. Troisième date très importante, 1906. On déclare notre indépendance du mouvement politique parce que avant la création de la CGT et jusqu'en 1906, on a une espèce de maelstrom d'idées, et ça c'est intéressant, d'idées foisonnantes. On appelait ça le mouvement social ou le mouvement ouvrier. Et donc il y avait politique, syndicat, tout était plus ou moins mélangé. Et à partir de 1906, on décide d'être totalement indépendant des actions politiques et on mène nos propres actions. Et les anciens appellent ça l'action directe en entreprise. Ce qu'il ne faut pas confondre avec la grève générale, mais l'action directe, c'était faire des actions dans les entreprises à chaque fois. Et c'est ce qui a mené les batailles, les luttes qu'ont mené la CGT avec les travailleurs et les travailleuses, qui ont permis beaucoup de conquis sociaux. Alors on parle d'acquis sociaux, mais en fait c'est un mauvais terme, c'est des conquis sociaux, c'est-à-dire qu'on a dû les arracher de haute lutte. Et on voit bien que le capital et les gouvernements mis en place, ils essayent de grappiller petit à petit tout ce qu'on a réussi à conquérir. Mais on a eu des grandes batailles, des grandes luttes. Alors bien sûr, on va dire 1936, j'allais dire tout le monde connaît, donc tout le monde connaît pas, mais 1936, grande lutte, grève générale avec occupation des usines. Et ça, c'est ce qui est intéressant à faire le parallèle, par exemple, avec ce qu'on a connu pour les retraites, où on était énormément en manifestation. Les travailleurs se sont mobilisés pour être en manifestation, mais n'étaient pas forcément dans l'occupation des usines. En 1936, ils ont décidé d'occuper les usines. On bloque tout, on bloque l'économie et on fait la fête. Parce que 1936, c'était énormément de balles. Parce qu'il faut bien s'imaginer qu'avant 1936, on n'avait pas de vacances, on n'avait pas de congés. Ils gagnent les congés payés, qui n'étaient pas dans le programme du Front populaire de l'époque. C'est bien la lutte des travailleurs et des travailleuses dans les entreprises qui ont permis de conquérir cet acquis. Donc, par la lutte, on a gagné ça. Par la lutte, on a gagné en 45. Alors c'était une lutte un peu plus différente, mais la lutte quand même et la victoire sur les nazis et sur le gouvernement pétainiste et les collaborationnistes français. On gagne les grosses nationalisations qu'on a connues, la création de la sécurité sociale. Donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant. C'est pas négligeable. On nous l'a envié pendant longtemps. On nous l'a envié. On commence petit à petit à grappiller. Pour rappel, le budget de la sécurité sociale, c'est environ 10 fois le budget de l'État. Et on comprend bien pourquoi les capitalistes ils veulent récupérer cet argent-là. Et qui est une caisse. Ah oui, c'est une caisse. C'est une caisse créée par les travailleurs et les travailleuses. Et en 1936, donc 3 ans après, il y a le début de la Seconde Guerre mondiale. Action, réaction, il y a quand même toujours une réaction des possédants, on peut utiliser d'autres termes, mais pour limiter cette effervescence de demande, de revendication. Bien sûr, d'ailleurs, c'est l'histoire de la montée du nazisme, elle est intéressante dans ce sens-là, parce qu'on nous fait croire qu'ils ont gagné dans les urnes, alors qu'ils n'ont pas du tout gagné dans les urnes, puisque quand Hitler est nommé chancelier, en fait, c'est la 3e élection de suite qui a lieu, et c'est le plus bas score du parti nazi en Allemagne. Et en fait, les industriels... À comparer aujourd'hui aussi. Voilà. Ce qu'on voit aujourd'hui avec Pierre-Édouard Thérin, par exemple, qui légitime, non, il n'a pas honte, il le dit, il veut financer, changer nos opinions tranquillement. C'est ça. Et le déni aussi des victoires qui peuvent être obtenues par les politiques dans les urnes aussi. Donc on est à peu près dans la même logique, même si comparaison n'est pas raison, mais c'est intéressant de faire ce point-là. Et donc en 1936, les industriels allemands préfèrent Hitler aller sur le progrès social. Et les Français, c'est ce qu'ils disent aussi. Enfin, les Français, le gouvernement français et les patrons français, ils disent plutôt Hitler que le Front populaire. Et donc, ils font payer aux travailleurs leur victoire qu'ils ont arrachée dans les usines. À ne pas oublier alors. Et donc, surtout en ce moment, en fait, j'ai quelques chiffres, surtout depuis le Covid. Des chiffres d'une société de conseil britannique, PwC, qui dit que entre 2009 et 2020, en France, les milliardaires ont gagné plus 439% en patrimoine. Et à comparer avec l'Allemagne juste derrière, à 170%, on est en France le pays
qui a le plus de cadeaux, de privilèges pour les milliardaires. Donc, c'est ça. on est dans un système qui privilégie les plus riches, les détenteurs de ce qu'on appelle des moyens de production, au détriment de ceux qui n'ont que la force de travail à vendre, c'est-à-dire les travailleurs et les travailleuses. Où est passée la Révolution française? Alors, la Révolution française, il faudrait qu'on en parle, mais ça prendrait plus de temps. Mais en tous les cas, où est passée la révolte qu'on peut avoir légitimement envie de faire, parce que quand on vit dans ce monde-là, et avec toutes les incohérences en plus qui sont mises au jour le jour dans toutes les situations mondiales, on voit bien qu'on a besoin de se lever, de se soulever, et puis j'allais dire, réclamer notre juste dû, quoi. C'est-à-dire que quand c'est pas révolutionnaire, ce qu'on demande, c'est qu'à un moment donné, on travaille et que les forces du travail, elles soient rémunérées à la hauteur de ce qu'elles font, quoi. Et pas les miettes que veulent bien nous laisser quelques milliardaires, quelques possédants. Donc c'est pour ça, syndiquez-vous. Alors j'ai envie de faire passer le message avec la CGT par exemple, ou d'autres syndicats, mais au moins se syndiquer. Merci Frédéric Dousseau de l'IHS, Institut d'Histoire Sociale. Merci à vous. Donc on parlait de médias et la puissance qu'ils ont. On va passer avec une autre invitée qui fait partie du village associatif de Festolérance. On est toujours en direct. À Festolérance, on accueille le stand de Dordogne Palestine et Violette Folgado qui représente Dordogne Palestine ce soir au festival. Bonjour. Bonjour. Sur les médias, il y a quand même quelque chose à dire aussi au niveau de la lutte que mènent les Palestiniens contre une colonisation israélienne. Et les médias ont été un peu univoques au tout début de l'agression. Et c'est, je dirais, univoque, mais c'est particulier à la France. Quand on va dans d'autres pays comme l'Espagne, l'Irlande, etc., la Belgique, on a et même en Suisse, on a un niveau d'information beaucoup plus équilibré et qui disent les choses. Car ce qui se passe, je pense que aujourd'hui, face à l'horreur, face à l'innommable, face au génocide. Génocide commencé il y a maintenant 19 mois. Le monde commence à bouger. Et le monde commence à bouger, y compris dans les médias. Il faut voir ce qui s'est passé hier. C'est presque la totalité des agences de presse qui demandent à ce que les journalistes gazaouis qui restent à Gaza soient protégés. Mais et également, là je parle des les organismes de presse, tels que l'agence France Presse, etc. Et ils demandent à ce que les journalistes de Gaza soient protégés. Donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, quand je dis qu'il y a des bougées, je pense qu'on voit également que les soignants, par rapport qui sont allés en Palestine, essaient de mobiliser les soignants en France pour la solidarité avec le peuple palestinien, quand on sait quand même qu'il y a eu 800 morts soignants ou humanitaires dans la guerre de Gaza. Et plus de 200 journalistes. C'est plus que les deux guerres mondiales réunies. C'est important. Alors, ce que je veux dire également, l'Europe, par la voix de la représentante des affaires étrangères européennes, condamne le crime des civils et souhaite revoir l'accord d'association entre l'Europe et Israël, parce qu'on est quand même... c'est vers l'Europe que l'économie entre Israël et l'Europe est le plus important au monde. C'est important. Et elle souhaite également que des choses soient redéfinies par rapport au droit international, ce qui me semble important aujourd'hui. Oui, mais de la même façon, on parlait de capitalisme un peu, où il y a des entreprises qui détournent le droit pour pouvoir mettre leurs sous dans des paradis fiscaux. Là, on a des pays dans le Levant, Israël du coup, qui a le droit international et qui fait quoi avec il en fait quoi du droit international? Oui, mais dans le même temps, dans ce qui bouge, je pense que, la justice a bougé. Je veux simplement rappeler, puisque nous avons eu un juriste spécialiste des droits internationaux le 5 mai à Bergerac, et il nous explique, c'est récent. Le cabinet de Verre à Lyon a commencé à se saisir de la question en 2009. Et c'est grâce à tout ce qu'ils ont recensé, qu'ils ont pu faire en sorte que la Palestine soit admise à la Cour pénale internationale et à la Cour de justice internationale. Eux, ils font leur boulot. La justice, elle fait le boulot sur 3 strates différentes. La Cour internationale de justice, la saisie par les États,
C'est-à-dire là, c'est l'Afrique du Sud qui a saisi concernant le crime de génocide. En premier. Et voilà. Il y a la Cour pénale internationale où là, ce peut être des associations ou des personnalités ou qui peuvent saisir la Cour pénale internationale. Et c'est là où il y a eu, par contre, les mandats d'arrêt contre Netanyahou, son ex-ministre des Armées, mais également... Qui est passé sur le sol français d'ailleurs. Voilà, Macron a autorisé à ce que son avion survole la France. Donc contre le mandat d'arrêt. Contre le mandat d'arrêt. Et la troisième strate, ce sont des associations dans les pays qui ont contractant ces lois internationales, qui peuvent également saisir soit les entreprises de leurs pays respectifs, soit les binationaux, comme l'ont fait un certain nombre d'associations concernant les soldats binationaux français qui sont allés tuer des Palestiniens. Eux, ça va être les juridictions nationales, le tribunal de Paris ou d'autres, où ces gens-là vont être... mais on sait que le temps de la justice n'est pas aussi rapide qu'on le voudrait. Ouais. Par contre, un lien à ce temps de la justice, c'est le temps politique. Et ça, nous sommes, nous, en tant que responsables d'associations, en tant que citoyens responsables si ça ne va pas plus vite, si on ne cesse pas assez ce génocide, pas assez vite. Parce que il me semble que ce que vous disiez au départ, que l'information a, comment dirais-je, montré trop tardivement ce qui se passait. Mais la vérité prend toujours l'escalier quand le mensonge prend l'ascenseur. Là, il y a des revirements de bord. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de la présidente de l'Assemblée nationale qui a fait retour arrière un petit peu sur ses déclarations, où elle disait que... C'est ce que je vous ai dit, les bouger. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le droit international, bien sûr, on va condamner les pays qui commettent les crimes de génocide, mais peuvent être également condamnés les pays contractants qui n'ont pas prévenu du crime de génocide. C'est-à-dire que là, puisque la Cour pénale internationale, la Cour de justice internationale a également dit aux pays contractants, attention, vous êtes en train d'être complice. Ben oui, voilà, des crimes qui sont commis en Palestine. Et il y a eu également la Cour pénale internationale qui a interdit la colonisation, qui est revenue concernant une plainte qui avait été émise en 2024. Donc aujourd'hui, tout, la colonisation, le mur, etc., tout ce qui n'est pas respecté par Israël, avec bien sûr son allié privilégié, les États-Unis, voilà, feront qu'un jour ou l'autre, ils paieront. Et j'aimerais dire, relever, dire ce qu'a dit Pablo Neruda concernant la situation du Chili. Il a dit, ils peuvent tuer, ils peuvent couper toutes les fleurs, mais ils ne maîtriseront jamais le printemps. Je crois que pour la Palestine, c'est cela. Ils peuvent toujours tout casser, tout détruire. La Palestine et les Palestiniens, parce que c'est ça, le fond, jamais l'espoir. Ils ont une maladie incurable, c'est l'espoir. L'espoir, et je pense que cette maladie, nous sommes tous co-responsables pour revoir rejaillir le printemps en Palestine. Donc il faut un appel à la paix, donc pas à utiliser la violence et plutôt le dialogue, la démocratie, le plus possible. Et moi, je voudrais également parler de ce qui va se passer le samedi prochain. Samedi prochain, nous allons en direct, avoir un direct en visio avec Rami Abou-Jamous. Rami, c'est un journaliste et qui a toujours accompagné les journalistes français dans Gaza, etc. Et lui, il fait une chronique pratiquement quotidienne avec Orient 21. Et il a sorti un livre, c'est le journal de bord de Gaza. Et donc, on l'aura en direct. Si des fois, on n'avait pas la connexion du fait de la situation, nous avons réalisé, il y a 10 jours maintenant, une interview que l'on pourra... rediffuser sur vos réseaux. Non, c'est à Trélissac, qui pourra rediffuser sur écran samedi prochain. Et pas enregistré, vous pourrez pas la mettre sur vos réseaux d'Ordeng Palestine, sur la chaîne on Facebook, va le par mettre exemple après sur le réseau, effectivement. Après. On va le mettre sur le réseau. Mais Rami a dit le 15 mai, ma façon de résister, c'est de rester en Palestine. Mes amis français et étrangers me demandent de quitter Gaza.
Et j'ai la possibilité, puisque le consulat de France à Gaza m'offrait la possibilité de rentrer. Je les respecte et je respecte leurs arguments. Si je fais ce choix, ce n'est pas un suicide. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas faire mourir ma famille. Je suis opposée à la résistance armée, mais même si c'est de mon droit, ma résistance, c'est d'être ici. Si je pars, il n'y aura plus de journalistes francophones à Gaza. Ne m'en voulez pas. Si nous perdons la vie, si nous figurons parmi les victimes du génocide, pour moi, la dignité vaut plus que la vie. Voilà, et c'est cet homme-là que nous aurons en direct samedi prochain. Ça vaut le coup quand le même. Dernier francophone. Bravo en tout cas pour l'avoir Voilà. Et je voulais simplement visio, dire Dodon Palestine prochain, a sorti un petit fascicule d'une trentaine de pages sur l'histoire de la Palestine. Il faut venir à Festolérance pour découvrir tout ça. Voilà, C'est et pour ouvert acheter ce dès fascicule. 16h. Donc Festolérance, le festival CGT, il y aura du reggae, du rap conscient et plusieurs surprises. Mais comme c'est un double anniversaire, je rappelle les 130 ans de la CGT, les 20 ans du festival Festolérance. On passe avec une autre association présente sur le festival, le Mouvement pour la paix, qui a un lien quand même avec Dordogne Palestine. Mais bien sûr, Mouvement pour la paix, c'est valable partout sur la planète. Comment ça se fait qu'on fasse encore la guerre aujourd'hui, en 2025 J'ai en face Vianney Levacon, bonjour. Après la Seconde Guerre mondiale, on aurait pu penser que les nations allaient, y compris avec l'ONU, trouver de nouvelles voies pacifiques pour envisager leurs relations. Il y avait une phrase célèbre, c'était « plus jamais ça ». Et on se rend compte qu'en fait, les horreurs, les massacres continuent. C'est d'autant plus inquiétant et paradoxal que notre planète vit des moments difficiles, notamment par rapport à l'avenir climatique, où on aurait beaucoup d'autres chats à fouetter que de se faire la guerre. Et en fait, on s'aperçoit que la domination, les intérêts économiques, la prédation sur les matières premières, ça prend toujours le pas sur des logiques humaines. Et ça, c'est totalement inacceptable. Et il faut véritablement faire en sorte qu'on puisse changer les choses. Et surtout cette différence entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Parce qu'en fait, les guerres ne sont pas forcément toujours décidées par la population de façon démocratique. Des fois, c'est cette phrase-là où les gens, ce sont des personnes qui se connaissent, qui se font la guerre. Et sur le terrain, ce sont des personnes qui se connaissent aussi, de frontière à frontière. Oui, ce sont des peuples qui... les peuples notamment actuellement les populations civiles, qui morflent le plus. On le voit à Gaza d'ailleurs. Gaza, c'est 2,2 millions de personnes. On entend les trains. C'est le festival des jeunes cheminots, donc c'est normal qu'on ait un coup de klaxon d'un train. Donc je rappelle sur le stade du Copo, à côté, sur la voie des stades, le stade du Copo. Le Copo, c'est le club olympique Périgueux-Ouest. Et on est en direct de Festolérance sur Radio Libre en Périgord. Donc on vous invite à tous venir pour ce soir, une grande soirée de fête d'anniversaire des 130 ans de la CGT, 20 ans du Festolérance. Il est long le train. Là c'est un train de fret, il y en a encore et il n'a pas été privatisé. La SNCF a encore la CGT pour militer. Donc Vianney, on parlait du mouvement pour la paix et le monde en a bien besoin de ce mouvement pour la paix. Il faut surtout que les citoyens s'investissent dans ce mouvement-là, adhèrent à l'association, parce que si on ne dit rien, on laisse faire les armées et les gouvernants décider à notre place en fait. Oui, au-delà des armées, ce sont des choix politiques bien précis. Ce sont les États qui décident de leur politique, notamment de leur politique militaire et de leur politique stratégique. Donc là, avec un seul exemple. Aujourd'hui, dans le monde, les dépenses militaires, c'est un peu plus de 2000 milliards de dollars. 2000 milliards de dollars. Un missile de bombe de Rafale peut financer une école. Voilà, notamment. D'une part. Et d'autre part, les États-Unis, à eux seuls, et Trump vient de l'annoncer, là, c'est plus de 1000 milliards de dollars. Mais où va-t-on ? Ces sommes, on en a besoin pour faire autre chose, parce que toutes ces milliers de milliards, ça préempte aussi la recherche militaire, notamment la recherche nucléaire. On est en train de faire des recherches et on voit les destructions. Les bombes sont de plus en plus puissantes.
La Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, c'est des rigolos par rapport à ce qui tombe sur les populations, que ce soit en Ukraine, par exemple, que ce soit en Palestine, que ce soit au Soudan. Il faut voir les logiques de destruction que ça induit. Et tout cet argent est stérilisé, alors qu'on en aurait besoin, je le redis, pour le changement climatique, pour la justice sociale, pour les écoles, pour l'éducation, pour l'égalité homme-femme. Pendant la guerre du Vietnam, par exemple, il y a eu des grandes manifestations pour la paix, pour l'arrêt de cette guerre injuste, avec du napalm en plus sur les citoyens quand même, ça allait très loin. Et là, aujourd'hui, il nous faudrait donc aussi ces mouvements pour la paix, pour pouvoir arrêter ces guerres. Oui, bien sûr, parce que vous savez, les deux guerres mondiales, la première et la deuxième, n'ont jamais commencé par un affrontement direct entre les grandes puissances. Jamais. Ça a toujours été dans des foyers un peu extravertis, mais ensuite ça a fini par la logique du jeu des alliances, par des guerres mondiales. Là, on a une multiplication des conflits dont à chaque instant on peut attendre un dérapage. En Ukraine, il suffit qu'il y ait un dérapage, notamment du côté russe, y compris avec l'utilisation d'armes chimiques massives, voire avec une arme nucléaire tactique, pour qu'on enclenche des choses qu'on ne pourra plus maîtriser, y compris les superpuissances ne pourront plus maîtriser. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et effectivement, les peuples, ils ont leur mot à dire. Après, on est dans des sociétés où il y a de l'individualisme, mais surtout, on est dans des sociétés où, moi je parle pour ma génération, où après le Vietnam, on a quand même eu des espaces de paix, des moments de paix, mais aujourd'hui, on est revenu à des logiques de guerre auxquelles on n'était plus habitué. Et après, il faut travailler, il faut semer, il faut faire de l'éducation populaire, de l'éducation citoyenne pour avancer et puis faire prendre conscience à tout le monde qu'il faut faire attention aujourd'hui parce qu'on vit des moments graves. Alors, une minute, un petit mot sur l'OTAN, donc notre participation avec les États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'ils vont quitter l'OTAN ? Que va devenir l'OTAN ? L'Europe de la défense ? D'abord, l'OTAN est une organisation militaire agressive et offensive. Ce n'est pas une organisation défensive. C'est une organisation agressive et offensive. Donc la France n'a plus rien à y faire. Ce qu'avait déjà dit en son temps le général de Gaulle. Donc je pense qu'il faudrait revenir à ça. Et d'autre part, il faut se méfier. On nous dit les États-Unis quittent l'OTAN. Non. Aujourd'hui, l'OTAN reste, les Américains restent. Et j'observe une chose. Il y a une logique de course aux armements qui est en train de se développer de nouveau en Ukraine. Et ceux qui vendent le plus d'armements, je vous le donne en mille, c'est les Américains. Ce sont les Américains. Que ce soit leur F-35, que ce soit toute une panoplie, ce sont les Américains qui fournissent les États européens à près de 60-70%. Hormis la France, la Pologne n'achète ses armes qu'aux États-Unis. L'Allemagne, son aviation c'est F-35 qu'aux États-Unis. Donc derrière... ça les États-Unis d'Europe de la défense finalement. Pas forcément les États-Unis d'Europe de la défense. Moi, je pense qu'il faut que l'Europe, effectivement, puisse devenir réellement indépendante des États-Unis. Et plutôt que d'aller vers une logique de guerre, aille vers une logique de paix. On a un point énorme. On vient de se rendre compte récemment que l'Europe, c'est la première nation du monde à faire du commerce avec Israël. On a des moyens de pression. L'Europe est la première puissance commerciale au monde. C'est pas les États-Unis, c'est l'Europe. On a des moyens de pression. Et pour faire, à mon avis, développer des logiques de paix, on en a les moyens. Et ne jamais oublier, ça, Violette Folgado l'a dit, et moi j'y souscris à 1000%, recrédibiliser l'ONU. On ne peut plus avoir affaire juste à des logiques d'État ou à des blocs contre blocs ou à des superpuissances. Moi, je ne fais aucunement confiance à aucune superpuissance, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie ou que ce soit la Chine. L'ONU. Faire les choses légalement et donc faire appel à la justice pour régler la situation. Merci Vianney Levacon qui représentait le Mouvement pour la paix 24. On passe à un autre intervenant, merci. Donc une autre association qui est ici présente à Fest Tolérance, on est en direct, c'est toujours 20 ans du festival, 130 ans de la CGT. Et l'association présente maintenant à table en direct pour RLP, c'est la Maison de l'Immigration bien sûr,
Sébastien, t'as dit que tu voulais pas parler finalement. Non. Tu vas dire quelques mots? En fait, bonjour. Je peux pas parler au nom des associations puisque je les représente pas, mais je veux juste au moins décrire ce que c'est que la maison d'immigration avant de laisser passer les personnes qui vont intervenir pour représenter leur association. Donc c'est un collectif d'associations situé au 86 avenue Maréchal Juin. C'est aussi un écolieu et en fait qui comprend 3 associations actuellement. C'est l'association des Sahraouis de Périgueux, l'association Radicale et l'association Astip. Voilà. Et maintenant, je vais laisser passer chacun d'entre elles. Donc, pour l'association Radicale, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs de Radio Libre en Périgord, s'il vous plaît? Bonjour, Salut. je représente l'association Radicale. Donc Radicale, en fait, c'est l'acronyme de Réseau antipatriarcal pour la diversité, l'intersectionnalité contribuant à l'accès au logement. Donc en fait, on est un collectif et on est soucieux du sort des personnes exilées et surtout des femmes et des enfants qui dorment dehors. Donc nous, on aimerait avoir des gens qui nous rejoignent pour faire un peu de bénévolat si ça vous tente. On peut même vous proposer un logement en échange. Et si vous voulez nous rejoindre, eh bien, vous allez sur Instagram, Radical24000. Merci à tous. On peut discuter un petit peu plus sur l'association. Je vais Pour laisser l'acronyme, la place. déjà, c'est bien trouvé. Combien vous êtes? Et puis, bien sûr, il faut appeler à renforcer l'équipe. Et combien vous aidez de personnes vous envoyez Est-ce qu'il y a des enfants et Oui. des femmes qui dorment dans la rue actuellement à Périgueux? Tout à fait, il y a des enfants et des femmes qui dorment à la rue, donc c'est surtout un hébergement d'urgence qu'on leur propose en attendant de leur trouver mieux. En général, ils ne restent pas plus longtemps qu'un mois, quoi, parce qu'on s'arrange toujours pour leur trouver un logement plus durable. C'est le temps que vous arrivez à trouver les ressources pour les aider. Voilà, c'est pas pérenne, c'est un Mais en hébergement. fonction de vos moyens. Voilà, tout à Donc, fait. c'est pour ça qu'il faut aider. Combien de personnes vous êtes, par exemple, en actif dans l'association? Eh ben, pour l'instant, on est 2. C'est pour ça que vraiment on recrute en ce moment. On est là pour ça aujourd'hui. C'est vraiment, si vous voulez nous aider, faire bouger les choses, on vous attend avec plaisir. Et combien de personnes vous avez à vous occuper? Eh ben, ça dépend en fait. Ça peut arriver du jour au lendemain. C'est surtout en urgence qu'on prend les gens, Au tout début. qu'on soutient les gens, ouais. Et ensuite, vous êtes en partenariat et vous renvoyez vers d'autres associations qui peuvent aider aussi. Exactement. Les services de l'État vous aident un peu? Les services de l'État, les associations de la mairie, le 115, le 100 pour 1, l'association 100 pour 1, tout ce qu'il y a comme association à Périgueux, même à Bordeaux s'il faut. On peut se déplacer à Bordeaux pour leur rendre un logement plus pérenne. Donc voilà. Mais on passe à une autre association qui est dans les locaux de la Maison de l'Immigration. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs de RLP? Bonjour, alors moi je vais vous présenter la CHIP, qui est une association créée en 1968, administrée par un collectif de personnes immigrées, dont les valeurs sont le féminisme, l'anticapitalisme, l'anticolonialisme et l'écologisme. Du lundi au vendredi, on a un bureau ouvert de 14h à 18h pour tout ce qui est accompagnement administratif et juridique. Le matin, on accompagne les gens lors de leur rendez-vous administratif. Nous avons tous les jours des cours de français de 14h à 16h, dont les mardis et le vendredi sont réservés uniquement aux femmes. On fait également des collectes alimentaires le mercredi et vendredi au marché de Périgueux. Merci. On entend derrière, je suis désolé, c'est les balances des groupes de musique qui se préparent. C'est Arnaud Futur que je vois qui commence à se préparer. Et on est en direct de Fest Tolérance. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que vous êtes situé? Comment? Où est-ce que vous êtes situé? On est situé au rond-point Le Poisson. Donc dans l'angle, et vous êtes combien à être actifs dans l'association? 2 aussi. 2 aussi. Et donc vous avez un appel à faire passer peut-être? Venez nombreux et voilà. Mais merci. De rien. On passe à une 3e association qui est dans la Maison de l'Immigration. Bonjour, est-ce que Bonjour. tu peux te présenter aux auditeurs s'il te plaît? Oui, c'est M. Omid Ahmed Argaïbi, président de l'association Sahraoui en Périgueux. A été créé en 2018. Nous sommes 16 personnes. Et pour défendre le droit des Sahraouis qui habitent en Périgueux. Ouais. Et aussi, nous essayons de faire l'orientation, l'intégration des Sahraouis qui arrivent à France, à Périgueux. Par exemple, pour les cours de français, essayer de faire la traduction des personnes qui ne parlaient pas français pour traduire chez les préfectures, les dentistes et l'autre association de solidarité.
C'est le tout début, apprendre le français. Donc c'est français langue étrangère, c'est ces cours qui sont donnés. C'est une première étape quand même. Oui, les Sahraouis normalement parlent en Hassania et la langue arabe c'est officiel. Mais la France, oui, c'est faire les cours de français pour développer leur niveau de français. C'est une étape indispensable pour travailler déjà. Donc les cours de français, vous avez des professeurs, combien vous en avez ? Nous sommes 16 personnes. Les 16 peuvent faire les cours ? 16 personnes. Et vous faites... Oui, essayer orientation chaque 3... par exemple, 3 personnes, il y a 3 jours dans les semaines pour prendre le cours de français chez l'autre association, de la STIP, en principe la STIP, Association d'immigration. Après les cours de français, par exemple, quelle est l'étape suivante en général ? Ça dépend, parce qu'il y a des personnes qui demandent d'asile et attendent traitement leur dossier chez l'administratif. Oui, on ne peut pas travailler parce qu'il n'y a pas de document pour travailler. Et les autres essayent chez l'intérim pour l'inscrire chez eux et cherchent à travailler. Et vous avez des offres, donc est-ce que vous avez généralement du succès ? Le pourcentage en général ? Oui, ça compte 50% en général. Eh bien, merci beaucoup. Et on peut vous retrouver donc sur le festival Festolérance. D'accord, merci. Donc le stand, le village associatif est enregistré pendant 1 heure en direct sur Radio Libre en Périgord. Les balances sont toujours en cours pour les groupes de ce soir. Je rappelle qu'on aura pas mal de groupes pour les 130 ans de la CGT, 20 ans du festival. Il y a Chantal Pichot ensuite qui est venue pour présenter l'Avenir Social, une association méconnue, c'est vrai, mais pour les membres de la CGT par contre elle l'est. Est-ce que vous pouvez la présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, merci de me donner la parole. Oui, donc notre association, c'est l'association L'Avenir Social, qui est l'association Solidarité de la CGT. Donc effectivement, elle est bien connue des membres de la CGT, des syndicats. Donc notre association, elle a connu le jour en 1906. C'était Madeleine Vernet qui était une anarcho-syndicaliste. Qui avait à cœur de l'émancipation des jeunes, notamment des orphelins de militants qui étaient à cause de leur lutte qui étaient décédés en 1900, c'est un moment particulier. Et donc ces orphelins étaient confiés à l'assistance publique. Donc en 1900, on peut penser que c'était pas l'idéal pour avoir des enfants, enfin pour l'éducation des enfants, ou alors dans les religieux, et c'était pour les militants de la CGT, forcément c'était contraire à leurs idées. Donc du coup, elle a créé cet orphelinat. L'orphelinat, il a vu le jour en 1914. Et donc une association qui a été aidée, qui a été créée, Madeleine Vernet. Ouais, là ça fait quand même les balances de devoirs. Donc, étant donné qu'on a des micros qui sont prévus pour ces fréquences-là, ça peut déranger un peu plus. Désolé pour le bruit ambiant, mais ça va avec le direct du festival, c'est normal, Festolérance. Donc, pas de souci. Une origine anarcho-syndicaliste, on en a parlé avant avec Frédéric Dousseau, l'histoire de la CGT. Et donc, c'est ces initiatives qui perdurent encore aujourd'hui. Donc, l'orphelinat, il a fermé ses portes en 1980 et quelques. Et donc, quand elle a ouvert son orphelinat, elle a été aidée par le mouvement ouvrier de l'époque. Donc il y a vraiment une origine ouvrière pour la création de cette association. Et ensuite, elle a été mise en sommeil à la fermeture de l'orphelinat. Et c'est les catastrophes naturelles en baie de Somme qui ont fait que l'association a été de nouveau relancée, voilà. Oui. Et donc aujourd'hui, vous faites de l'aide, par exemple, sur combien de personnes, combien d'enfants profitent des vacances, par exemple, que vous disposez ? Alors notre association, en fait, pour les enfants, c'est-à-dire que c'est les familles qu'on fait partir. C'est-à-dire qu'on a des partenaires issus de CCAS qui nous donnent des séjours, qui nous offrent des séjours, pas complètement gratuitement. Donc nous, c'est des séjours entre 200 et 250 €. Et donc on fait partir une quarantaine de familles par an, et donc les familles qui sont en précarité.
Oui, et donc on parlait de cours de français avec l'association précédente, par exemple, donc, avec la Maison de l'Immigration qui en propose. Vous aussi, vous en faites? Oui, effectivement, nous on a des militants CGT qui viennent issus de l'immigration, qui maîtrisent mal la langue française, qui maîtrisent très très bien dans leur pays, mais en France, et voilà. Et donc du coup, pour les armer parce qu'en fait, lire un contrat de travail c'est important, lire une convention collective c'est important. Donc du coup, on propose à l'initiative d'union départementale ou de fédération, on propose de les aider à le FLE de la maîtrise du français. Et vous avez aussi des appartements que vous avez réussi à avoir avec le patrimoine qui a été légué, c'est ça? Oui, voilà. Donc le financement de notre association, elle se fait par l'adhésion des syndicats, des organisations de la CGT ou alors des individuels. Et on est aussi habilité à recevoir des dons. Et donc on a des dons de personnes qui n'ont plus de famille, enfin, ou qui ont décidé de léguer leur... 2 appartements, 2 personnes voilà. Qui ont décidé. Voilà, ouais. Et donc on les loue, en fait on les confie à une association et en fait c'est avec la volonté que ces appartements ils soient loués à des familles en difficulté. Et là notamment on avait une famille avec 2 enfants qui étaient loués dans près de la Tour Eiffel qui pouvaient bénéficier d'un appartement, donc c'est tous les 2 ou 3 ans. Et donc là pendant 3 ans elle a pu bénéficier de cet appartement, ce qui lui a permis de rebondir, de laisser du temps pour retrouver autre chose. C'est dans quelle région que l'association est la plus présente? Vous-même vous n'êtes pas de Dordogne, vous avez pris le train pour venir d'ailleurs? Oui, c'est ça. Ouais, le festival CGT cheminot. Non mais son siège il est à Paris, à Montreuil, à la maison des syndicats de CGT à Montreuil. Donc ouais. Après, les militants, il y en a dans toute la France. Donc, moi, je viens de la Mayenne. Mais... Combien de personnes dans toute la France? Il y a 600 000 adhérents à CGT. Donc, Ça fait partie intégrante. Oui. Vous n'avez pas une autre association, une autre adhésion? Non. Oui. Il y a une association, c'est l'association de la CGT. Merci d'être venu depuis la Mayenne alors. Et donc au plaisir de vous retrouver ensuite sur le festival de Festivérance. Merci Chantal Pichot. Merci. On parlait de vacances. J'ai maintenant en face de moi Lise Toussaint avec le Secours Populaire qui a tout un historique parce que ça a été créé aussi par des communistes. Ça s'appelait avant le Secours Rouge. Tout à fait, c'était la section. Je sais plus exactement le nom, mais il y avait Rouge, il y avait International. Vous êtes au Secours Populaire, vous, grâce aussi au camp de vacances que vous avez profité quand vous étiez toute petite, c'est ça? Alors, moi, j'avais reçu des familles en difficulté dans la ville de Tarnos, dans les Landes. Tout à fait, et c'était une expérience magique. Moi, c'est comme ça, effectivement, que j'ai découvert le Secours Populaire, et puis aussi avec le Père Noël Vert, quand on allait chercher des cadeaux avec mon papa pour les enfants qu'on n'avait pas. C'était fantastique. Un moyen, oui, voilà, de donner des jouets à des enfants qui n'en ont pas. Le Secours Populaire qui fait bien d'autres activités quand même, à part, on ne va pas que citer que le Père Noël Vert. Non. Vous avez échelonné sur toute l'année plusieurs campagnes d'activités, c'est ça? C'est ça, on en a 5 majeures officielles. On est sur la précarité à la rentrée puisque c'est le moment où on paye les factures, au moment où il y a la rentrée, au moment où il faut réhabiller les gosses, payer les licences sportives, etc. On a ensuite le Père Noël Vert. Que je ne présente plus, mais ensuite on a une campagne à la rentrée sur l'aide internationale parce qu'on estime qu'une solidarité qui a des œillères, qui a des frontières, c'est pas une vraie solidarité. Ouais. Nous on est très investis là-dedans. Ensuite il y a la campagne vacances et voilà, on a fait le tour des 5 mais nous on en rajoute plein, chaque département est autonome et rajoute ses propres campagnes et nous on est très attachés par exemple en ce moment à la problématique des locaux, des vêtements, de la réflexion sur les poubelles qu'on génère en achetant des vêtements ou en les jetant, à la qualité, ce qui veut dire aussi au travail puisqu'on produit des vêtements. Je sais pas si on m'entend. Si, on entend je pense, mais il faut parler plus fort peut-être, okay. Crier un petit peu. Mais on peut parler des locaux parce qu'on connaît tous votre hangar qui est situé à côté du canal de Périgueux, mais il y a aussi un bâtiment maintenant à côté, dans le centre-ville, à côté de la cathédrale, c'est ça? Rue République. Alors ça c'était vraiment éphémère, on le fait que au mois de décembre justement, c'est-à-dire que toute l'année on va mettre de côté des choses qui sortent un peu de l'ordinaire qu'on nous offre gentiment.
Et le but, c'est en décembre, au moment où on cherche des cadeaux de Noël, de mettre tout ça à des prix qui sont libres, enfin qui sont sur des fourchettes, et les gens mettent en fonction de leurs moyens sur des objets qui valent cher en fait, mais où là du coup on est des prix secours populaires, mais on peut faire des cadeaux hyper sympas et hyper originaux sur des pièces d'antiquité, n'exagérons pas, sur des pièces de brocante tout à fait honorables. Il y avait cet endroit, mais il y a aussi au rond-point des Poissons, là où vous avez un local aussi, où on peut vous voir. Là on fait l'aide alimentaire et c'est là qu'est notre siège. Par contre, faut pas s'attacher à ce lieu parce qu'il est dans un état dégradé tellement avancé qu'on est en train de le vendre. Et on va essayer justement, on cherche des sous pour rénover le canal et pouvoir y installer toutes nos activités. Pour aussi que les gens, quand ils arrivent dans un endroit secours populaire, il y a à la fois la solidarité, les boutiques pour nous soutenir, les endroits où les bénévoles ils se sentent bien, les endroits où on peut faire des cours du soir, où on peut faire, en ce moment on fait des cours de code par exemple pour les personnes non francophones, parce que c'est hyper compliqué pour eux, même s'ils savent conduire, de comprendre les questions de ce foutu code de la route. C'est-à-dire qu'ils peuvent connaître le code de la route par cœur, mais ne absolument pas comprendre la question, la manière dont elle est formulée. Donc c'est là-dessus qu'on les aide en fait aussi. Voilà. Et en plus, vous avez besoin d'aide, donc si vous venez à Festolérance, n'hésitez pas à donner pour le secours populaire parce qu'il y a eu les inondations sur le canal et je sais que vous étiez débordés à ce moment-là. Sans jeu de mots, tout à fait. On a fait beaucoup de porte-à-porte dans les quartiers qui étaient les plus impactés, que ce soit Trélissac, Boulazac ou Périgueux. On a eu aussi Montpont, Mussidan, nos locaux ont été touchés. Ouais. Et c'est vrai que ce qui est marquant, c'est que certes les gens ils ont besoin d'aide matérielle, mais ils avaient en fait surtout besoin d'être écoutés. Donc on arrive avec des croissants, des chocolatines, on les a aidés, les personnes âgées, à déplacer les meubles parce que les meubles qui étaient pourris, même si les villes mettaient des bennes dans les rues, il faut les porter du garage jusqu'à la benne et ça, tout le monde ne peut pas le faire. Donc là-dessus, on a plein de gens qui sont venus nous aider, des bénévoles, notamment des bénévoles issus de l'immigration, je le dis parce qu'on les cite jamais pour les bonnes choses. Donc ils étaient là dans ces moments-là, ils étaient heureux et après c'était nettoyer, remettre en état pour effacer les stigmates le plus vite possible. Et après, bien sûr, vient l'aide matérielle, etc. Mais ça, on est identifié pour ça aussi. Merci infiniment Lise Toussaint d'être passée sur le stand de Radio Libre en Périgord, là en direct de Festolérance. Et merci à la CGT de nous avoir inclus parce qu'on a les valeurs communes, on a une histoire commune et c'est ensemble qu'on fonctionne le mieux. Merci Lise Toussaint. Et je donne la parole maintenant à un des membres du groupe Doc Boss, donc qui fait ses répétitions ici au Copo, hein, c'est ça? Vous avez une salle vous utilisez laquelle? Ouais, bonjour à tous, c'est ça, c'est la petite salle qui est juste derrière là. Ouais. En fin de compte, c'est une salle qui nous est prêtée par le CASI, anciennement comité d'entreprise SNCF. Parce qu'en fin de compte, on est 4 membres et 4 cheminots. Vous avez créé le groupe il y a quelques années? Donc on a créé le groupe il y a environ 4 ans. Et, c'est une asso de musique qui s'appelle Les Amis de la Musique, qui dépend de l'Union artistique intellectuelle des cheminots français, qui est une grosse asso nationale qui comporte environ 13 000 adhérents, qui propose 26 disciplines. Donc on va de la musique à la philatélie, en passant par la photo, par la danse, et puis on passe des meilleurs. Donc en fait, tout est prévu dans la CGT pour tous les hobbies qui existent. Hein. Voilà, parce qu'en fin de compte, l'UICF, donc c'est une grosse association qui est financée par la SNCF, mais où la CGT est très, très impliquée parce que c'est quelque chose qui tient à cœur à la CGT, c'est justement la culture et tout ce qui est lié à cette culture qui est divinement attaquée en ce moment. Donc voilà. Et donc, les budgets de la culture sont réduits. J'en profite là pour faire un aparté, pour dire que les radios associatives ont été gravement touchées dans le budget précédent. Et il y avait une menace, une épée de Damoclès sur nos têtes d'une réduction de 30%, de quasiment un tiers des budgets des radios associatives. Et bizarrement, 90% de toutes les réductions sur les médias, juste la partie médias, c'était pour les radios associatives. Alors que on n'est pas connu en vrai par rapport aux grands médias, je comprends pas trop. Bon, finalement, il y a eu une petite réduction autour de 8%. La culture est importante, la musique, et avec surtout, vous avez des textes engagés chez Doc Boss. On a aussi des textes engagés, donc en fin de compte là on va proposer juste un set de 45 minutes par rapport
par rapport à l'organisation du festival, parce que bon, nous on est un groupe 300% amateur, on est invité par la CGT du fait qu'on est sur site et qu'on soit des anciens cheminots très engagés. Donc le set sera très court, mais sinon on a un set qui a d'environ 2 heures où on va faire un mélange de reprises et de compositions. Et voilà, mais comme je dis, on est 300% amateurs, mais on est complètement heureux de pouvoir participer et faire l'ouverture de ce festival au niveau des concerts. Mais merci infiniment. Et le bonjour à toute l'équipe, bonne chance pour tout à l'heure. Merci beaucoup et longue vie aux radios libres. Longue vie à votre groupe, merci. Merci. Eh bien, ça sonne la fin de ce direct de Radio Libre en Périgord. Finalement, on a fait plus vite que ce qu'on pensait. On comptait faire 1 heure, mais on va rendre l'antenne un petit peu. Je vais vous faire écouter quelques groupes locaux en attendant. Je vais vous faire écouter Adventiste, un groupe de reggae, comme il y a quand même pas mal de reggae sur le festival Festolérance. Je vous laisse découvrir ça. Allez, à l'année prochaine pour un autre direct sur Festolérance et venez nombreux, c'est en ce moment à côté du Coco.